Avant les royaumes, avant les dragons, avant même que les dieux ne portent un nom, il n'existait qu'un silence sans fin. Et pourtant, de ce vide est né l'un des univers les plus vastes et les plus anciens jamais imaginés, celui de Dungeons & Dragons. Dans cette vidéo, nous allons remonter ensemble le fil du temps. Nous traverserons les ères où seules les forces primordiales régnaient, les âges où les dragons dominèrent le monde, les guerres entre géants et titans, la naissance des elfes, des nains et des orques, jusqu'aux grandes catastrophes qui ont façonné la magie et la réalité. L'objectif n'est pas de tout connaître, mais de comprendre comment chaque événement, chaque peuple et chaque dieu s'inscrit dans une immense fresque cohérente. Une histoire où tout est lié. La magie, les civilisations, les batailles divines et même les aventuriers que nous incarnons aujourd'hui. Voici la chronologie complète de l'univers de Dungeons & Dragons, racontée comme une seule et grande légende. Dans l'immensité du vide, alors qu'aucune forme n'existait encore, deux présences émergèrent comme deux souffles opposés. Sélune, un éclat de lumière mouvante, porté par un instinct puissant, celui de créer. Et Shar, une ombre profonde, calme et immobile, décidée à préserver la perfection silencieuse du néant. Leur apparition simultanée créa un équilibre fragile, car dès l'instant où elles prirent conscience l'une de l'autre, leurs volontés entrèrent en conflit. Sélune voulait donner naissance à un monde, briser le silence et permettre à la lumière de s'étendre. Shar, au contraire, voyait toute création comme une intrusion, une blessure infligée au vide éternel. Pour elle, l'univers n'avait besoin de rien d'autre que d'obscurité et de repos. Ce n'était pas un simple désaccord, c'était une opposition totale de nature. Là où Sélune avançait, Shar reculait. Là où Sélune éclairait, Shar enfouissait. Là où Sélune imaginait un avenir, Shar défendait le principe d'une éternité immuable. Et lorsque deux puissances aussi fondamentales s'opposent, leur affrontement n'est pas fait d'armes ou de mots, mais d'essence pure. Leur lutte déchaîna une tempête d'énergie brute, une collision de lumière et d'ombre si intense qu'elle déchira le vide et donna naissance à quelque chose de nouveau. Une force capable de canaliser leurs énergies opposées, la magie. Et de cette magie prit forme une entité à part entière, Misthril, la première incarnation de la puissance arcane. Misthril comprit immédiatement que si Sélune et Shar continuaient à s'affronter sans équilibre, le monde en gestation serait détruit avant même de naître. Elle créa alors un réseau subtil, un tissu invisible qui permettait de contrôler et d'harmoniser l'énergie, le tissage. Grâce à lui, la magie devint stable, utilisable, et surtout capable de soutenir une création durable. Avec le tissage pour stabiliser leur puissance, Sélune tenta de façonner une sphère de lumière et de matière. Un premier monde, encore imparfait. Shar, refusant de céder, enveloppa certaines parties de ce monde d'ombre et de froideur. Ce fut leur premier équilibre, un monde partagé entre lumière et ténèbres, création et absence, mouvement et immobilité. Mais même ainsi, rien n'était définitif. Sélune craignait que les ténèbres de Shar engloutissent tout. Shar, elle, voyait la lumière de Sélune comme une menace qui déchirerait encore davantage la paix du néant. Leur conflit donna donc au monde une nature changeante. Un équilibre perpétuel entre les deux sœurs, chacune influençant des aspects fondamentaux de la réalité. Pourtant, malgré cette rivalité, quelque chose s'était produit. Un monde, fragile mais réel, flottait désormais dans le vide. Un terrain encore informe, sans mer stable, sans ciel défini, mais prêt à accueillir d'autres forces. Et ces forces, attirées par l'émergence de la lumière, de l'ombre et de la magie, allèrent bientôt entrer en scène et transformer ce monde naissant d'une manière bien plus brutale encore. Alors que le premier monde venait à peine d'émerger de la lumière, de l'ombre et du tissage, de nouvelles forces se réveillèrent dans l'univers. Elles n'étaient pas comme Sélune, Shar ou Misthril. Elles n'incarnaient pas des idées, des émotions ou des principes. Elles étaient la matière brute elle-même, la chaleur du feu, le poids de la pierre, la violence des tempêtes, la profondeur des mers. Ces êtres gigantesques sont connus sous le nom de primordiaux, ou titans de l'aube. Les primordiaux ne comprenaient ni la création, ni l'harmonie. Leur existence était guidée par leur nature. Les titans façonnèrent le monde par instinct, comme un forgeron qui martèle une pièce de métal sans plan précis. Sous leurs gestes, les montagnes jaillirent du sol, les océans se creusèrent, les continents furent déchirés puis recomposés. Leur œuvre était monumentale, mais chaotique. Le monde, encore jeune et fragile, ne pouvait supporter un tel déferlement de puissance. À chaque mouvement des primordiaux, des continents entiers se brisaient, des mers se renversaient, et le tissage lui-même menaçait de se déchirer. Ce qui venait d'être créé pouvait disparaître en un instant. La création n'était pas en train de naître. Elle était en train de se noyer dans un chaos permanent. Les dieux observaient cette agitation avec inquiétude, chacun pour ses propres raisons.
Selune craignait que le monde qu'elle avait illuminé ne soit détruit avant même que la vie n'ait la moindre chance d'apparaître. Mistral sentait le tissage se fissurer sous les vagues de force primordiale. Et elle savait que si cette toile magique se rompait, tout reviendrait au néant. Même Char observait ces destructions avec méfiance. Certes, elle n'aimait pas la lumière que Selune apportait. Certes, elle souhaitait un monde sombre, silencieux et malléable. Mais un monde détruit, réduit en poussière, ne pouvait accueillir ni ombre, ni secret, ni oubli. Char voulait un monde corrompu, déformé, pas un monde anéanti. Pour la première fois, les dieux se retrouvèrent unis, non pas par amitié, mais par nécessité. Ils devaient empêcher les primordiaux de réduire le monde à néant, mais sans déclencher de guerre directe, car une confrontation totale risquerait d'émettre assez d'énergie brute pour détruire le tissage naissant. C'est ainsi qu'un accord fragile prit forme. Les primordiaux continueraient d'exister selon leur nature, mais ne remodèleraient plus le monde de manière violente et permanente. En échange, les dieux ne tenteraient pas de contrôler la matière elle-même. La lumière et l'ombre resteraient libres, mais la terre et les mers cesseraient de se rebeller sans fin. Ce pacte n'était pas une paix réelle, les primordiaux restaient sauvages, puissants et imprévisibles. Certains d'entre eux refusaient toute coopération, et leurs traces marqueraient le monde pour des âges à venir. Mais ce compromis suffit à stabiliser la création. Les continents purent se fixer, les océans trouvaient leur place, les climats se définirent. Le monde devint enfin un terrain capable d'accueillir l'ordre, la civilisation et la vie. Et c'est sur ce terrain encore jeune, sculpté par la puissance brute, qu'allait apparaître une nouvelle force. Une force sage, ancienne, presque divine. Une force qui allait dominer le monde bien avant les dieux forgerons ou les races mortelles. Car une autre ère approchait. Une ère marquée par le battement puissant d'ailes immenses et par le rugissement qui allait faire trembler les cieux. L'âge des dragons. Lorsque le monde commença enfin à se stabiliser, que les continents cessèrent de se briser et que les océans trouvèrent leur place, un nouveau silence s'installa. Ce n'était plus le néant, mais une attente. La terre était prête, la magie circulait à travers le tissage, la lumière et l'ombre se partagèrent le ciel. Mais il manquait encore des êtres capables de comprendre et d'exploiter cette création. C'est alors qu'apparut Io. Nul ne sait vraiment d'où vient ce dieu dragon. Certains disent qu'il est né directement du tissage, comme une incarnation de la puissance magique lorsqu'elle se mêle à la matière. D'autres murmurent qu'il est plus ancien encore que Selune et Char, et qu'il attendait simplement que le monde soit suffisamment stable pour y descendre. Ce qui est certain, c'est qu'il ne ressemblait à aucune des forces qui l'avaient précédé. Io était immense, à la fois esprit et créature, dieu et ancêtre. Son corps était fait d'écailles changeantes, comme s'il contenait toutes les couleurs et toutes les formes de dragons à venir. Là où il se posait, la magie se mettait à vibrer différemment. Là où il regardait, la terre semblait réagir à sa volonté. Contrairement aux primordiaux, qui façonnaient sans réfléchir, Io observait, jugeait et décidait. Il contempla le monde, les montagnes dressées par les titans, les mers profondes, les vents violents, la structure invisible du tissage. Il comprit que ce monde était un champ de possibilités, et il décida de peupler ce champ avec des êtres à son image, capables d'incarner à la fois la force brute, la noblesse, la gourmandise, l'avidité, la sagesse et la destruction. Ainsi naquirent les premiers dragons. Les dragons primitifs étaient très différents de ceux que connaissent les aventuriers d'aujourd'hui. Plus grands, plus proches de forces naturelles incarnées, parfois presque aussi puissants que des divinités mineures. Certains étaient liés au feu des volcans, d'autres à la glace éternelle, d'autres encore aux tempêtes qui ravagèrent le ciel. Ils furent les premiers souverains véritables du monde. Ils savaient voler, parler, réfléchir, et surtout, ils comprenaient la magie. Io enseigna à ses enfants que le monde était un trésor brut, prêt à être revendiqué. Pour certains dragons, cela voulait dire le contempler, l'admirer, le protéger. Pour d'autres, le dominer, le posséder, l'accumuler sous forme d'or, de territoires et de serviteurs. Dès leur naissance, les dragons portaient en eux une dualité profonde, entre la noblesse et la cupidité, entre la sagesse et l'orgueil, entre l'instinct de régner et la tentation de tout brûler. Pendant un temps, Io parvint à maintenir une forme d'équilibre. Il veillait à ce que ses enfants ne détruisent pas le monde qu'il leur avait offert. Il les laissait se disputer des territoires, se mesurer les uns aux autres, mais il retenait toujours les excès les plus dangereux. Les dieux Selune, Char, Mistral observaient ce nouveau règne avec prudence. Les primordiaux, quant à eux, se retiraient peu à peu dans les profondeurs du monde ou dans des plans lointains. Mais un être aussi puissant qu'Io ne pouvait pas rester éternellement intact. Un jour, sans que l'on sache exactement comment, une force suffisamment grande pour le blesser finit par l'atteindre. Certains récits parlent d'une trahison divine. D'autres mentionnent une conspiration de dragons rebelles, jaloux de son autorité. D'autres encore évoquent un choc entre la volonté d'Io
et celle des primordiaux restants. Peu importe la cause, ce qui compte, c'est la conséquence. Io fut frappé, mortellement. Sa forme immense se brisa, et son essence se déchira en deux. De cette rupture naquirent deux puissances distinctes, qui allèrent marquer à jamais l'histoire du monde. Bahamut et Tiamat. Bahamut incarna tout ce qu'il y avait de plus noble dans Io. La justice, la protection, le désir d'ordre, la capacité à voir plus loin que ses propres intérêts. Son souffle n'était pas seulement puissance, il était équilibre. Il voyait le monde comme quelque chose à préserver, à organiser, à guider. Tiamat, elle, hérita de tout ce qu'Io portait de plus brutal et de plus possessif. L'avidité, la rage, l'envie, la domination. Là où Bahamut voyait un royaume à protéger, Tiamat voyait un butin à prendre. Chaque territoire, chaque trésor, chaque créature devenue vassale n'était pour elle qu'une preuve de sa supériorité. Elle ne voulait pas seulement vivre dans ce monde, elle voulait qu'il plie sous sa volonté. Cette fracture de l'essence d'Io se répercuta sur les dragons eux-mêmes. Ceux qui se sentaient de proches de Bahamut adoptèrent des valeurs de loyauté, de protection, et tentèrent d'imposer un ordre relativement juste dans les terres qu'ils dominaient. Ceux qui se tournèrent vers Tiamat embrassèrent sans retenue l'avidité, la cruauté, la tyrannie. C'est de ce schisme que naquirent, symboliquement, les dragons métalliques et les dragons chromatiques, même si cette distinction se précisa au fil des âges. À partir de là, le monde entra véritablement dans l'âge draconique. Les dragons se partagèrent les continents comme des rois capricieux. Certains imposèrent leurs lois par la force brute, en terrorisant tout ce qui vivait à proximité. D'autres se posèrent comme des souverains distants, exigeant des tribus en échange de leur protection. Du point de vue des créatures plus petites, le monde n'était plus seulement un ensemble de montagnes et de plaines, c'était un échiquier de territoires draconiques. La magie, canalisée par le tissage, devint un outil supplémentaire dans leurs griffes. Les dragons les plus anciens accumulaient les secrets arcaniques, créaient des sorts à leur mesure, modifiaient le climat et façonnaient même parfois la réalité autour de leurs repères. Ils étaient à la fois les premiers tyrans, les premiers sages et les premiers sorciers véritablement conscients de ce qu'ils manipulaient. Les dieux restèrent en retrait, observant ce règne. Certains y voyaient un nécessaire passage, un monde placé sous la coupe d'êtres puissants, capables de le protéger contre le chaos des primordiaux. D'autres craignaient qu'un jour, la domination draconique ne devienne une prison pour toute forme de vie future. Mais tant que le monde ne sombrait pas de nouveau dans la destruction absolue, ils hésitaient à intervenir directement. Pourtant, une question commença à se poser, doucement, dans les plans divins comme dans les profondeurs du monde. Que se passerait-il si une autre force, tout aussi puissante, venait contester ce règne draconique ? Les dragons étaient forts, intelligents et organisés par leurs propres hiérarchies. Mais ils étaient aussi orgueilleux, divisés, prompts à la jalousie. Ils régnaient, mais ils n'étaient pas unis. Et c'est dans ce contexte, alors que les dragons pensaient à dominer sans partage, qu'une nouvelle puissance se mit en marche. Une force née des entrailles du monde, massive, disciplinée et façonnée pour rivaliser avec eux. Une force qui ne volerait pas dans le ciel, mais qui ferait trembler la terre sous ses pas. L'ère suivante serait marquée par leur apparition, l'âge des géants.